l'idée de vendre aux Français que la suppression du droit du sol, ça fera arrêter l'immigration, et c'est d'une absurdité totale. Suppression du droit du sol, préférence nationale, stigmatisation des migrants. Comment est-ce que le Rassemblement national s'emparerait de la question de l'immigration s'il accédait au pouvoir? Nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire. Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et insécurité? Non, pas du tout. Nous, c'est ce qu'on essaye de montrer, parce que c'est beaucoup Jordan Bardella qui parle, qui interprète, etc., pour alimenter un fantasme des personnes étrangères qui arrivent pour envahir, pour faire peur. C'est quoi les risques des mesures du Rassemblement national pour les étrangers, mais aussi pour les Français? Vos enfants ont la double nationalité. Et alors, ces enfants-là, ils vont avoir moins de droits? C'est ça qu'ils veulent faire? On en a discuté avec Patrick Weil, historien spécialiste de l'immigration. Même Vichy n'a pas voulu toucher au droit du sol. Donc, M. Bardella et Mme Le Pen vont au-delà de Vichy. Et Charlotte Cointès, porte-parole d'Utopia 56, une association d'aide aux migrants. Là, on parle plus des personnes migrantes, on parle aussi de tous les citoyens français. C'est qu'on est en train de saper notre territoire, nos droits, etc., pour le rendre le plus inattractif possible, quoi. C'est l'extrême droite, xénophobe, raciste, antisémite, qui est au cœur de ce projet. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça tous les samedis. Merci beaucoup de nous rejoindre. Est-ce que pour commencer, Charlotte, vous pouvez nous dire en 2 mots un petit peu ce qu'est Utopia 56, ce que vous faites et ce que vous défendez? Oui, bonjour déjà. Donc Utopia 56, c'est une association de mobilisation citoyenne avant tout autour de la défense des droits des personnes exilées. Et donc, en l'occurrence, on intervient sur 7 villes en France. Voilà, et on travaille beaucoup au soutien des mineurs non accompagnés dans toutes les antennes où on est, des familles à la rue, des hommes isolés à la rue, mais aussi beaucoup à la frontière franco-britannique où donc les gens sont bloqués en attente de pouvoir tenter une traversée vers l'Angleterre et qui sont complètement abandonnés par les autorités. Et donc nous, Utopia, on intervient dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Et à côté de vous, on a Monsieur Patrick Weil. Monsieur Patrick Weil, vous êtes donc historien, spécialiste de l'immigration, et vous avez notamment écrit un livre. Vous me disiez tout à l'heure que c'était le livre à acheter pour tout comprendre sur ces questions autour de l'immigration. C'est Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Les éditions, Folio Gallimard. Merci beaucoup de nous rejoindre. Pour commencer, au chat, je voudrais vous poser une question. Pour vous, quelles sont les conséquences concrètes que pourrait avoir l'arrivée du RN au pouvoir, notamment sur ces questions d'immigration? Donnez-nous votre avis dans le chat, et si vous avez des questions pour nos 2 experts qui sont autour de la table, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Et ma première question est pour vous, Patrick. Dans le programme du RN, pour vous, c'est quoi la mesure qui vous semble la plus aberrante, entre guillemets? Alors, c'est une mesure qui le relie à l'immigration. C'est la priorité principale. Ça veut dire que c'est probablement un projet de loi qui sera déposé pendant les Jeux Olympiques, pendant la première session du Parlement, pour la suppression totale du droit du sol. Et donc, si vous deviez nous définir, par exemple, le droit du sol, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je ne peux pas vous définir le droit du sol par une seule phrase, parce que contrairement aux États-Unis, où c'est très simple, aux États-Unis, un enfant né aux États-Unis est américain. Si une mère étrangère vient aux États-Unis et accouche aux États-Unis, son enfant est américain. Ça n'est pas le cas en France. En France, l'enfant né en France de parents étrangers doit attendre l'âge de 13 ans pour pouvoir faire une démarche volontaire. À 18 ans, il devient automatiquement français, sauf s'il ne veut pas être français. Donc ça, c'est pour la 2e génération. L'automaticité n'intervient que pour la 3e génération. L'enfant né en France, d'un parent né en France, est automatiquement français. C'est tout cela qu'ils veulent supprimer. Alors, avec plusieurs conséquences extrêmement graves. Premièrement, aujourd'hui, par exemple, tous les enfants de parents étrangers qui ont 11 ans, 12 ans, l'année prochaine, ils ne pourront plus devenir français par une déclaration. Ils devront faire une demande de naturalisation qui sera décidée par M. Bardella. Et leurs propres enfants, également nés en France, resteront étrangers. Ça, c'est la première conséquence très grave. La deuxième conséquence, c'est que tous les Français, je ne parle pas d'étrangers, là, tous les Français, aujourd'hui, quand vous êtes français, que vous êtes de parents français, mais que vous êtes aussi né en France,
d'un parent né en France. Quand vous voulez faire votre carte d'identité, votre passeport, quelle est la façon la plus facile? Déjà, c'est pas facile, parce qu'il y a ça a été beaucoup ralenti, il faut attendre des mois et des mois. Mais au niveau de la preuve de votre nationalité française, vous montrez votre acte de naissance sur lequel il y a écrit le lieu de naissance de vos parents. Et si elle a double naissance, si vous êtes né en France et que l'un de vos parents est né en France, ça y est, vous avez la preuve. À partir du vote de la loi Bardella, la naissance en France ne vaudra plus rien. Même dans la même famille, un enfant qui va naître en septembre, il sera né en France, ça voudra dire quoi? Rien. Il faudra qu'il prouve que l'un de ses parents est français. Comment vous prouvez que l'un des parents est français? Il va falloir faire l'acte de naissance de l'un des parents. Oui, ça va rendre les choses extrêmement compliquées pour l'ensemble des familles françaises, beaucoup plus graves pour les enfants d'étrangers, mais très compliquées aussi pour les enfants de Français. Mais ça, est-ce que c'est seulement faisable, applicable, constitutionnel? Supprimer le droit du sol? Eh bien, ça l'est peut-être. Car le Conseil constitutionnel a amené à se prononcer en 1993 sur une grande loi sur la nationalité. Quand on regarde les débats, puisqu'ils sont maintenant publics, c'est assez vaseux, excusez-moi. Donc, on peut espérer qu'ils reconnaissent que dès lors que, par exemple, le simple droit du sol, c'est-à-dire naître en France et pouvoir devenir français à la majorité, c'était déjà valable depuis 1515. Ça n'a pas bougé. C'est quand même 5 siècles. C'est pas rien. C'est même plus qu'un principe de la République. C'est un principe de la France monarchique. C'est ça que M. Bardella et Mme Le Pen mettent à bas. Mais depuis 1789, le double droit du sol est là, il n'a pas bougé. Même Vichy, qui a fait un projet de loi sur la nationalité, n'a pas voulu toucher au droit du sol. Et c'est parce qu'ils n'ont pas voulu y toucher que le projet de loi de Vichy qu'ils avaient préparé a été retoqué par les autorités nazies. Donc, M. Bardella et Mme Le Pen vont au-delà de Vichy. Ils se raccrochent avec ce projet à Charles Maurras et l'Action française. C'est le cœur de l'extrême droite. J'entends dire, oh, M. Bardella, ça y est, ils se sont modérés. Ils ne se sont pas du tout modérés sur ce sujet-là. Ils sont restés radicalisés. C'est l'extrême droite xénophobe, raciste, antisémite, qui est au cœur de ce projet. Ce qui me marque beaucoup dans la stratégie autour du Rassemblement national, c'est toute la vision qu'il donne de l'immigration, des migrants. Est-ce que, Charlotte, cette vision-là, elle reflète la réalité, ce que tu vis, toi, sur le terrain, ou pas ? Non, pas du tout. Nous, c'est ce qu'on essaye de montrer aussi en donnant et en portant la parole directement des personnes dont on parle, parce que c'est beaucoup Jordan Bardella qui parle, qui interprète, etc., pour donner une image et qui pour alimenter un fantasme des personnes étrangères qui arrivent pour envahir, pour faire peur, pour commettre les pires horreurs, etc. Non, nous, c'est pas du tout ce qu'on observe. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur le terrain et je rencontre que des gens qui n'ont qu'une seule intention, c'est de venir se réfugier en France, se protéger en France, éventuellement mettre leur famille en sécurité, avec la seule idée de travailler pour pouvoir se payer un logement comme n'importe qui, en fait. Vraiment, c'est des intentions très simples et très normales pour vivre une vie normale. Comment est-ce que ça se passe, l'arrivée d'un exilé, d'un réfugié en France? Est-ce que tu as des exemples concrets de choses que tu as vécues? Ça se passe, c'est très simple, c'est qu'il se passe pas grand-chose à part l'arrivée en France et la vie à la rue. En fait, les gens, quand ils arrivent, quand ils sont primo-arrivants, on appelle ça comme ça, et qu'ils arrivent en France, il n'y a aucune structure, il n'y a aucun dispositif nationalement prévu qui permet d'accueillir ces gens et d'identifier l'institution, l'État français, pour que les personnes soient très vite identifiées elles-mêmes très vite que effectivement elles peuvent s'orienter à tel ou tel endroit pour commencer à demander leur titre de séjour, faire leur demande d'asile, être hébergées pendant tout ce processus-là. C'est pas du tout ça. Il y a 96% des gens qui arrivent en France passent au moins
moins plusieurs nuits, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la rue. Et nous, c'est ce qu'on voit dans toutes les antennes où on est avec Utopia 56, c'est que si les associations citoyennes ne viennent pas proposer de l'assistance, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'accompagnement ou de l'aide d'urgence ou de l'hébergement, très très peu de personnes savent où s'orienter pour bénéficier d'un hébergement, par exemple. Et c'est, en fait, il se passe tout l'inverse de ce qui s'est passé pour les réfugiés ukrainiennes. Où là, je pense que personne ici n'a jamais vu un campement, un lieu de vie informel, un squat occupé par des personnes ukrainiennes qui, ne sachant plus quoi faire, posent des tentes dans la rue. Voilà, et nous, c'est exactement ce dispositif-là qu'on demande, qu'on a vu se mettre en place, se réaliser pendant des mois pour des milliers de personnes, sans que personne n'ait rien à en redire, et qu'on en soit d'ailleurs collectivement assez fiers. Donc on sait que c'est possible, on sait que c'est réalisable, et on voit bien que c'est une intention politique de ne pas réaliser ça pour les autres, quoi. Je vais juste répondre à une question que j'ai vue dans le chat, quelqu'un qui se demandait le nom de votre livre, Monsieur Patrick Veil, du coup on va peut-être le redire. Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Merci beaucoup. Dans cette question de l'immigration, il y a toujours, moi j'entends énormément le RN parler de intégration. On va se demander est-ce que les migrants parviennent à s'intégrer ou pas, est-ce que les réfugiés parviennent à s'intégrer ou pas. Dans l'idée de supprimer le droit du sol, est-ce qu'il y a une idée derrière de se dire qu'en fait, de base, il n'y a pas de possibilité d'intégration, donc on va se dire qu'on supprime le droit du sol, et puis toutes ces personnes vont rester étrangères à la France. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et est-ce que l'intégration des migrants, elle se passe bien ou pas? Alors, moi, j'ai entendu M. Bardella sur ce sujet avec deux raisonnements. Hier, dans le débat qu'il a eu avec le Premier ministre, M. Bompard, il a dit la première mesure qu'on va prendre sur l'immigration, c'est le droit du sol. Alors là, je m'excuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit du sol à la française n'a aucun impact sur l'immigration. Parce que on a déjà essayé de nous vendre ça avec Mayotte. Les mères comoriennes accouchant à Mayotte, l'enfant n'est pas français. Donc, et puis, alors vous prenez un exemple d'un pays du droit du sang, l'Italie, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'immigrants en Italie, hein, alors que c'est totalement. Donc les gens, on voit bien, les gens ils viennent exactement pour ce que vous dites, c'est-à-dire pour trouver un refuge, pour trouver de quoi bouffer, de quoi nourrir leurs enfants. Donc ils viennent pas à cause du droit de la nationalité. Donc déjà l'idée de vendre aux Français que la suppression du droit du sol ça fera arrêter l'immigration, et c'est d'une absurdité totale. Bon. Alors, il y a un deuxième argument, que celui que vous évoquez. De dire, regardons, ils disent, regardez l'intégration, ça marche pas très bien. Alors, il faut, comment dire, regarder les choses. D'abord, il y a des centaines, des milliers, des millions. Aujourd'hui, je crois, un quart de la population française a un grand-parent étranger, donc 95% vivent dans le respect des lois, 97 ou 98% dans le respect des lois, et donc, pour moi, quand on respecte les lois, on est intégré, parce que l'intégration, c'est ça veut dire respecter les lois de la République. Alors, vous avez des personnes qui ne respectent pas ces lois. Bon. Alors là, on peut avoir des discussions sur pourquoi. Alors parfois, parce que peut-être on n'explique pas bien les lois. Vous voyez ? Par exemple, moi, j'ai fait un livre qui s'appelle « De la laïcité en France », mon dernier livre, où j'explique la laïcité. Je peux vous dire que ça a eu de l'impact, parce que les gens, ils n'y comprennent rien. Et quand on dit les jeunes, ils comprennent pas la laïcité, d'abord, il faut que leurs profs puissent leur expliquer. Donc une fois qu'on explique bien, la laïcité, les gens, ils l'aiment bien. Hein. Je veux dire, c'est le respect du croyant comme du non-croyant, c'est l'absence de pression, la punition de toute pression, la séparation de la religion de l'État. Donc, encore faut-il que ce soit bien clairement expliqué et que les règles soient fixées. Donc, je dirais que il y a peut-être un échec collectif de ne pas avoir réussi un certain nombre de choses, mais
l'accès à la nationalité, qui est un accès qui a été construit par les rois de France, suivi par la République, avec beaucoup de finesse et de constance, c'est quand même un facteur favorable, très favorable à l'intégration. Ça n'est pas le seul facteur, et c'est pas en y touchant qu'on va améliorer les choses. Oui, et puis il y a aussi le point où il faut savoir que actuellement en France, quand on est demandeur d'asile, on n'a par exemple pas le droit on ne peut pas travailler, on ne peut pas trouver un travail. Et donc ça veut dire que pendant tous les mois, voire les longues années d'attente pour avoir éventuellement obtenir son statut de réfugié ou la protection subsidiaire, à partir de là, on perd les quelques droits que ces gens avaient, à savoir de bénéficier d'un hébergement. Donc ces gens se retrouvent certes sont régularisés, certes, mais sans avoir pu travailler auparavant, sans avoir pu apprendre le français et à la rue. Mais attends, juste sur cette règle des personnes qui ne peuvent pas travailler quand ils arrivent en France, c'est un peu comme le principe de la carte verte aux États-Unis, ou c'est un truc comme ça en fait? Je connais pas bien le principe de la carte verte. Non, alors la carte verte aux États-Unis, c'est pas quelque chose de facile à obtenir, parce que vous avez souvent aux États-Unis des statuts intermédiaires qui vous permettent pas de. Alors, et en plus, c'est à partir de la carte verte qu'on va compter un nombre d'années de 5 ans pour demander la naturalisation. En France, vous pouvez demander la naturalisation si vous êtes en statut étudiant, ça compte. Vous êtes passé là, vous arrivez comme étudiant. Si au bout de 3-4 ans vous avez des revenus, vous pouvez, au bout de 5 ans de séjour, demander la naturalisation. Donc, ça n'a rien à voir avec la carte verte. Ça a à voir avec le statut du demandeur d'asile. Cette interdiction de travailler a été faite pour essayer de les dissuader de venir à ceux qui n'ont pas des raisons de venir. Bon. Donc, voilà. Je crois qu'il y a un certain problème avec la gestion de l'asile, parce que l'asile est devenu un moyen pour une certaine migration économique de trouver une présence temporaire. Bon. Et puis, mais la question est de bien gérer cette demande d'asile. Et ça fait, je peux vous dire, que depuis 1992, il y a eu un rapport sur la gestion de l'asile. C'est très simple. Pour bien gérer l'asile, il faut répondre rapidement. Il faut répondre rapidement en respectant la Convention de Genève. Si on répond rapidement, une personne qui veut abuser de la procédure va pas avoir envie de se déclarer. Donc on répond lentement, et donc voilà, tout ça c'est mal géré, c'est pas une priorité des gouvernements, et après on met ça sur le dos de gens qui respectent les lois. Ouais. Je vais juste prendre une question de Dragon Lyon qui se demande quelle est la répartition des émigrés sur le territoire français aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres sur ça? Moi, j'en avais entendu un, mais je crois que c'est genre de l'ordre de 12,8%, mais je suis pas certain. Je sais pas moi, j'ai pas ce chiffre-là. Alors, moi, j'ai pas les chiffres là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même une augmentation de 40% de la population immigrée entre 2002 et 2025. Alors, parlons-en. Parce qu'il faut aussi dire les choses objectivement. Cette augmentation de 40%, personne ne l'a prévue. Donc, si personne ne l'a... Et puis alors, ces 40%, ça veut dire en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a certains quartiers ou certaines villes où c'est 150%. Si vous ne prévoyez pas les écoles, les logements, les assistances sociales, ça crée des incidents, parce que les populations locales vont arriver... c'est pas 40% partout répartis. Mais et c'est quelle typologie? Parce qu'il y a les étudiants étrangers... Non, la population... Oui, mais bon, les étudiants étrangers, ils augmentent pas parce qu'ils repartent en partie. Donc non, c'est une immigration installée. D'accord. Donc moi, je trouve ça, c'est pas... Voilà, il y a des collègues qui disent c'est beaucoup moins qu'ailleurs. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'ailleurs, quand Madame Merkel... Elle annonce qu'elle va accueillir les Syriens. Elle s'organise pour les accueillir. Elle donne les moyens. Nous, on ne dit rien, on laisse les choses se faire, on n'organise rien. La gestion de l'immigration est faite par Monsieur Darmanin, c'est-à-dire c'est que des OQTF, et c'est pas fait ni par le ministère du Travail, ni par le ministère des Affaires sociales, alors que dans le passé, c'était interministériel. Donc, il n'y a pas eu ce travail. Et lorsqu'il n'y a pas d'accueil bien fait, il y a des gens qui, dans la population française, sont pas contents parce que il y a des choses qui se passent mal. Voilà. Donc, il y a tout ça qui s'agrège et qui peuvent contribuer à rendre mécontents certains électeurs. Voilà. Je dis pas que c'est tout. Mais il faut aussi regarder l'électorat. On peut pas simplement dire, il y a quand même une évolution d'un électorat qu'il faut
faut essayer d'empêcher d'arriver au pouvoir la semaine prochaine. Et une fois que si on y réussit, il y a quand même des questions qu'il faudra se poser. Dans toute la logique d'immigration du RN, moi j'étais notamment tombé sur cette logique de à chaque fois maintenant ils veulent qu'on refuse complètement systématiquement les migrants. Et j'avais notamment entendu parler de cette méthode du pushback. Ça vous parle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le pushback et est-ce qu'il y a eu des dérives par rapport à ça? Ah bah oui, il y a eu des fortes dérives parce que déjà le droit au non-refoulement c'est un droit international. Donc, de fait, le refoulement, c'est la traduction française du terme pushback, c'est donc contraire au droit international. Et l'Europe y contribue grandement via son agence Frontex, par exemple, en Méditerranée. Mais ça arrive dans d'autres frontières intérieures de l'Europe, à la Hongrie, en Hongrie, par exemple. Et c'est des pratiques au-delà d'être interdites, derrière ce terme-là, c'est aussi des pratiques vraiment violentes où les gens meurent, quoi. Concrètement, par exemple, il y a eu des exemples de choses qui sont passées? Concrètement, ça veut dire qu'on laisse intervenir, c'est donc Frontex, l'agence européenne de surveillance et des gardes frontières européennes, qui laisse intervenir les gardes-côtes libyens, qui sont eux-mêmes financés pour partie par l'Union européenne. Les gardes-côtes libyens, je pense qu'il n'y a plus leur réputation à faire, on la connaît, ils sont violents, ils sont armés, alors même que les embarcations de personnes qui traversent la Méditerranée sont dans les eaux européennes, sont là ramenées, du coup, c'est pour ça qu'on parle de refoulement, ramenées dans les eaux libyennes, où tout d'un coup la compétence des gardes-côtes libyens leur revient de droit, quoi. Tout ça pour re-envoyer les gens en Libye. Ces opérations-là, donc, elles se font de manière violente, brutale, avec des armes, etc. Et puis, une fois arrivé en Libye, c'est la mise en esclavage, la prostitution forcée, c'est tout ça. Et tout ça sous le silence de l'agence Frontex qui soit n'empêche pas ces opérations-là faites par les gardes-côtes libyens, soit les facilite, en fait. Et par ailleurs, on a avec Utopia 56 et la Ligue des droits de l'homme, en avril dernier, on a donc déposé plainte contre Fabrice Leggeri, qui est l'ancien directeur de l'agence Frontex et numéro 3 sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes dernières, qui pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et de crimes de torture. J'avais notamment vu des images de, je sais plus si c'était des gardes-côtes, mais juste qui voyaient arriver un bateau sur une plage avec des migrants et qui juste remettaient les femmes et les enfants dans le bateau, les posaient au milieu de la mer et repartaient. Ouais, ça, il y a aussi les gardes-côtes grecs qui font ça, exactement ça, vers la Turquie. Voilà, et ils les laissent dériver en haute mer, en leur ayant récupéré leurs effets personnels, leur téléphone, en les ayant retenus dans des centres de détention non officiels, en les ayant pas enregistrés alors qu'ils ont le droit de déposer des demandes d'asile, etc., en les ayant parfois privés de certains de leurs droits, d'avoir accès à de l'eau, des choses absolument fondamentales, en leur faisant croire qu'on va les ramener quelque part sur le continent ou sur une île en Grèce, et en fait, non, on les jette du bateau des gardes-côtes grecs dans une embarcation parfois déjà endommagée par ailleurs, et là, on les laisse dériver. C'est ça l'Europe, hein. Ça c'est Frontex aussi. Patrick, je me permets juste de mentionner quelque chose. Vous me disiez avant que si jamais vous avez des questions dans le chat par rapport à tous ces sujets d'immigration, vous pouvez aller suivre le compte de Twitter de Patrick Veil, c'est @PatrickVeil1. Vous pouvez lui poser des questions et Patrick, il me semble que vous acceptez de répondre aux gens qui vous posent des questions sur ce réseau. L'une des choses que vous expliquez, Patrick Veil, sur la suppression du droit du sol, l'immigration, c'est que en fait, si on supprime le droit du sol, il y a des enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants de personnes d'étrangers, qui sont donc français, quoi qu'il arrive, depuis très longtemps, qui se retrouveront à être juste, du coup, plus français. Ils sont étrangers. Et alors, la conséquence, c'est que ils auront droit à la protection diplomatique de leur pays d'origine. Ça se fera des sortes d'enclaves étrangères sur le territoire national, sur lequel il y aura une forme d'autorité, de puissance étrangère. Donc ce rassemblement national qui prétend redonner de la souveraineté à la France
va faire perdre de la souveraineté à la France sur la population française. La loi de 1889 qui oblige à la nationalité à la naissance sur le 3e génération, c'est pas qu'une loi votée par la gauche, c'est une loi votée aussi par la droite. Pourquoi ? Parce que ces jeunes qui étaient français, ça faisait 2 générations qu'ils allaient à l'école, ils échappaient à l'armée. Alors les autres, les parents de Français, des jeunes, ils disaient mais regardez, ces jeunes-là, ils sont comme nos fils, ils pourraient aller à l'armée. Alors comme ils vont pas à l'armée, ils travaillent tout de suite, ils prennent les premiers postes dans le marché du travail. Ils épousent les filles les plus jolies parce que elles préfèrent un gars qui risque pas de mourir, etc. Enfin voilà, c'était l'argument qui était aussi à l'Assemblée qu'on a entendu. Donc ça tombe sur la personne de façon obligatoire. Et la deuxième raison pour laquelle c'était passé, c'était pour celle que je viens de vous indiquer. C'est-à-dire que si on maintient dans une nationalité étrangère artificielle du point de vue de la socialisation, ces gens sont sociologiquement français, eh bien, on crée une puissance étrangère d'intervention sur le sol français. Et ça, je dirais, la droite républicaine et nationale n'en voulait pas. Eh bien, avec le Rassemblement national, ils font passer la xénophobie et le racisme avant l'intérêt national. Et est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des situations où, je sais pas, des arrière-petits-enfants d'étrangers se retrouveraient renvoyés dans des pays qu'ils ne connaissent pas ? Dans le pays de nationalité formelle qu'ils ont, oui. Où ils parlent même pas la langue. Dont ils ne parleraient pas la langue, bien sûr. L'une des autres mesures que défend le RN, c'est la préférence nationale. J'ai lu que c'était même pas possible de la mettre en place parce que c'est même pas constitutionnel. Qu'en est-il, Patrick Weil ? Oui, alors là, il y a une décision récente du Conseil constitutionnel qui a été prise à l'occasion d'une demande des parlementaires LR de pouvoir faire un référendum d'initiative partagée. Et le Conseil constitutionnel a utilisé cette réclamation. Alors attendez, je suis désolé, je vous coupe, mais je me rends compte peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas défini, ce qui était la préférence nationale. Si on veut définir la préférence nationale, pour les gens qui nous regardent et pour comprendre exactement quels sont les impacts et les conséquences de cette mesure, comment est-ce qu'on pourrait le faire ? C'est de réserver des droits sociaux, notamment, les allocations familiales, les aides au logement, à des nationaux. Je dirais que vous avez des droits qui sont réservés aux nationaux, par exemple les droits politiques. Aux élections là de dimanche, ce sont des Français qui vont voter. Il n'y a pas d'autres étrangers résidant en France ne votent pas. Même les Européens ne votent pas. Bon. Donc il y a déjà une forme de préférence nationale dans certains cas. C'est la souveraineté, voilà. C'est bon. Mais les droits humains, les droits sociaux, la jurisprudence qui est fondée sur notre propre constitution, qui n'est pas liée, je l'entends parfois dire, à l'Europe. C'est indépendant de l'Europe. C'est lié à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est le préambule de la Constitution, à la Déclaration des droits de 1946, de la Constitution de 1946. Permet l'égalité des droits pour les étrangers en situation régulière et pour les Français. Donc ça, ils veulent le mettre en cause. Alors le Conseil constitutionnel a déclaré que c'était inconstitutionnel. Donc ils vont se centrer, puisqu'ils savent que ça, il faudrait qu'ils passent par la réforme constitutionnelle, ils vont se concentrer sur l'abolition du droit du sol, où ils pensent que là, ils ont une ouverture du point de vue de la jurisprudence. Mmh. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend beaucoup de représentants du RN attaquer le Conseil constitutionnel, des juges qui décident de la constitutionnalité, parce que ça les empêche peut-être de mettre en place ce type de mesures. Alors il y a un autre point qui est très très important, c'est qu'ils veulent distinguer que les Français ont une seule nationalité ou sont des binationaux. Ah oui, oui. Ça c'est très très grave, ça veut dire que c'est monstrueux. Vous avez, de par la montée de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était souvent l'homme qui avait tous les droits. Bon, donc en matière de nationalité, la femme prenait dans le droit français la nationalité du mari. Bon, maintenant, la femme et l'homme sont égaux. Donc quand vous épousez une femme, vous êtes un homme, vous êtes une femme d'une autre nationalité,
Ben, vos enfants ont la double nationalité. Et alors, ces enfants-là, ils vont avoir moins de droits que l'enfant de 2 parents français. C'est ça qu'ils veulent faire. Voilà. Pour juste rappeler, c'est donc littéralement une mesure du Rassemblement national qui est d'interdire l'accès à certains postes du service public aux binationaux. Je voudrais revenir sur quelque chose avec vous, Charlotte. C'est vous me disiez que les personnes, les réfugiés, les exilés, les migrants travaillent en France. Enfin, après quelques mois, ils viennent et ils participent ils travaillent en France, quoi. Il y a une proposition, il me semble, du Rassemblement national d'interdire l'accès aux aides sociales aux étrangers. Donc ça veut dire que ces personnes, qui travaillent, qui participent du coup aussi qui cotisent, qui n'y ont plus accès. C'est bien ça. Bah, je sais pas comment techniquement avec les lois ils peuvent faire ça, mais du coup, nous, ce qu'on voit effectivement dans cette idée de parvenir à implémenter une préférence nationale aux différents endroits de la société, voilà. Oui, ce serait empêcher, j'imagine, certaines personnes de travailler. Je sais pas comment c'est réalisable, ça, mais... L'un des grands questionnements avec l'immigration, je sais que c'est quelque chose c'est une question qu'on traite beaucoup à Libération, c'est le fait dès qu'il y a des naufrages de migrants, des choses comme ça, on se pose beaucoup sur les chiffres. X centaines de migrants se sont perdus dans telle ou telle mer, en oubliant les noms. Que ce sont des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, etc. Et en oubliant parfois aussi que ces personnes ne viennent pas forcément en France parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils sont forcés. Vous avez des exemples de ça concrètement, avec des noms des gens que vous avez rencontrés qui ont vécu des choses comme ça ? Oui, ouais. Et puis j'ai entendu des gens qui, si ils avaient pu rester dans leur pays auprès de leur famille, l'auraient fait. Pour le moment, c'est vraiment les témoignages qu'on a, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on entend beaucoup, hein. On prend pas des risques comme là les gens prennent pour arriver jusqu'en France ou jusqu'en Europe, parce que il faut rappeler aussi quand même que le premier déplacement qui est enclenché par des personnes qui commencent un parcours d'exil, il n'y a pas un plan pensé sur 5 ans pour ensuite arriver au Danemark, en France, etc. Le premier déplacement, il se fait dans les pays voisins, qui sont parfois des pays eux-mêmes instables, en guerre, etc., où il n'y a aucune capacité de pouvoir trouver un travail, etc. Et donc, à nouveau, les gens se déplacent, et ainsi de suite, pour ensuite se dire, on va tenter notre chance en Europe. Et ça peut durer des années et des années. Il y a des personnes qui restent sur des parcours d'exil qui vont durer 6 ans avant de pouvoir réussir à se stabiliser quelque part, quoi. Donc, et toutes auraient bien préféré rester chez elles et ne pas avoir à fuir, en effet. Et donc, des personnes qui ont... Je sais pas si la question, c'était de savoir si on rencontrait des personnes qui avaient survécu à des naufrages, mais en tous les cas, il y a des gens qui ont pris des risques qu'on rencontre qui sont complètement traumatisés par les risques qu'elles sont amenées à prendre avant d'arriver en France ou en Europe, ou alors même en étant sur le territoire français. Je le rappelle, à la frontière franco-britannique, c'est le même phénomène qu'en Méditerranée à peu de choses près, où les gens traversent la mer sur des bateaux pneumatiques surchargés et qui... Là, on en est à 22 personnes mortes, au moins depuis janvier 2024. On n'avait jamais eu un tel chiffre, effectivement, un tel nombre. Et les personnes sont traumatisées, ont peur, quoi. Et ça, c'est en France, avec la pression des forces de l'ordre qui sont supposément sous le mandat de les empêcher de traverser pour les protéger. Mais en fait, tout ce qu'on observe, nous, sur le terrain, c'est que ces interceptions et la présence policière, et cet empêchement à la traversée, ça se fait avec des chiens, des gaz lacrymogènes sur la plage. Il y a des enfants, hein, il y a beaucoup de familles et
d'enfants qui tentent le passage vers l'Angleterre, la police qui perce les bateaux, mais les gens qui sont tellement à bout de recours vont de toute façon prendre ce risque-là, quoi. Et c'est ce qu'on disait, c'est que peu importe le dispositif, qu'il soit policier, de surveillance, de contrôle, d'empêchement, etc., une frontière, ça se franchit, en fait. Et donc, les gens vont continuer à franchir les frontières si elles ont besoin de se protéger. C'est ça, il me semble que l'un des arguments de Jordan Bardella sur cette idée de refouler systématiquement à la frontière les personnes qui pourraient rentrer, c'est de se dire que, comme les gens vont apprendre que c'est impossible de rentrer, ils vont arrêter d'essayer. C'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que c'est faux. Parce qu'on le voit, encore une fois, dans le Nord, par exemple, à Calais, à Grande-Synthe, sur les dernières années, il y a eu toujours plus de millions d'euros mis par l'Angleterre, par le gouvernement français, pour renforcer la surveillance de la frontière, la surveillance des ports, la surveillance des portiques de ferry, voilà, pour traverser la Manche, la surveillance des côtes sur les plages. On voit la police, on voit la gendarmerie, c'est des équipements militaires. Hein. C'est vraiment un autre monde là-haut. Et ça ne cesse d'augmenter. On parle vraiment de militarisation de la frontière. En attendant, ça reste des plages. Il y aura jamais assez de forces de l'ordre, il y aura jamais de murs assez grands pour empêcher les gens de passer. Et ce qu'on voit plutôt depuis des années qui se joue, et c'est ce qu'on craint, enfin on craint du coup que ça n'empire, c'est surtout de cette dissuasion à l'intérieur même du pays. Et c'est d'une part effectivement empêcher au maximum que les gens n'arrivent, mais c'est surtout rendre la vie impossible une fois que les gens sont arrivés, pour dissuader de toute façon et ne donner envie à personne que de trouver refuge en France. Mais donc là, on parle plus des personnes migrantes, on parle aussi de tous les citoyens français. C'est qu'on est en train de saper notre territoire, nos droits, etc. pour le rendre le plus inattractif possible, quoi. Patrick Weil, vous parlez. Je sais que dans la matrice immigration du RN, il y a toujours un lien entre immigration et sécurité, de la délinquance à cause de l'immigration, etc., etc. Est-ce que il y a une corrélation qui existe entre immigration et sécurité, et est-ce que si le RN a énormément de députés à l'Assemblée nationale, est-ce que s'ils mettent en place des mesures aussi restrictives, est-ce que ça va changer quelque chose? D'abord, il n'est pas sûr qu'ils soient plus efficaces dans le contrôle de l'immigration. Je vous donne un exemple. Bon, ils vont dire on va renvoyer plus d'étrangers, par exemple les chômeurs, etc. Mais pour envoyer un étranger qui n'a plus de documents passeport, il faut coopérer avec les États d'origine. Si vous mettez à faire des politiques xénophobes et racistes, vous aurez probablement une absence de coopération des États d'origine, qui sont plus ou moins d'accord pour récupérer leur situation régulière. Certains d'entre eux diront, maintenant on n'en prend plus. Qu'est-ce que fera le Rassemblement national? Donc, ils annoncent ils font des grandes... La politique d'immigration, vous savez, le problème de la politique d'immigration, c'est le suivant. Quand vous parlez aux gens de la politique nucléaire, ils sont pas très compétents. Ils se sentent pas très compétents. Si vous leur parlez d'immigration, ils disent voilà, je sais ce qu'il faut faire. Ils ont l'impression que c'est très simple. En fait, c'est une des politiques les plus compliquées qui soient, parce que vous avez des effets sur les pays voisins, des relations avec les pays d'origine. Quand vous prenez, je vais vous prendre un exemple. La droite, souvent, et parfois certaines gauches, pour contrôler l'immigration, on va faire des quotas. Alors, par exemple, il y a 22 000 cartes de séjour, 25 000 cartes de séjour pour les travailleurs, on va dire 10 000. Alors, on dit, allez, on va annoncer 10 000. Mais on annonce 10 000, ça va sur l'agence France Presse, et au milieu de l'Asie, de l'Amérique latine ou de l'Afrique, un gars qui avant savait pas comment venir en France, ils mettent 10 000 cartes de séjour. Et moi, je viens, je suis tout seul. Et vous venez, et vous annoncez 10 000 en croyant que vous allez restreindre, et vous avez arrivé 100 000 personnes qui se disent, la France vient d'offrir 10 000, ils savent pas l'histoire. Donc, vous avez parfois, la politique d'immigration, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer. Et il faut écouter les gens qui disent, il faut mieux contrôler, etc. Moi, je vois, par exemple, des choses très concrètes.
je passe une partie de mon temps à Nice. Bon, par exemple, les commerçants, les restaurateurs, ils disent qu'ils trouvent pas de main-d'œuvre pour faire le service dans la restauration. Et moi, je leur ai dit un jour, mais est-ce que vous êtes en contact avec la fac? Parce que peut-être qu'il y a des étudiants qui ont besoin de faire un peu d'argent, et ça peut être intéressé par travailler le soir, faire des services, etc. Eh ben non, ils sont pas en contact avec la fac. Personne, ni le préfet, ni le maire s'en est occupé. Et donc, le restaurateur, qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas d'étudiants? Ben, il fait appel il fait même lui-même venir un travailleur clandestin. Donc vous avez tout ça. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une vingtaine d'années, enfin même il y a longtemps, quand j'étais étudiant, la fac commençait vers le 15 octobre. Donc ça laissait le temps à plein d'étudiants de se faire un peu d'argent en allant faire les vendanges. Bon, maintenant la fac commence début septembre. Alors, bien, on me dit les vendanges ont commencé plus tôt parce que avec le réchauffement climatique. Mais non, il n'empêche qu'il y a de moins en moins de possibilités pour les étudiants de faire les vendanges. Comme il faut faire les vendanges, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les viticulteurs font appel à une main-d'œuvre qui n'est plus étudiante. Donc vous avez comme ça des mesures. Moi, je suis pour qu'on discute et qu'on voit comment on peut éviter l'arrivée de migrants en situation irrégulière. C'est tout à fait légitime de commencer par aller chercher à employer des gens qui sont ici, français ou étrangers. Bon, mais voilà, il faut se mettre autour d'une table et prendre des mesures pragmatiques et pas faire de l'immigration un terrain d'affrontement idéologique. Quand on parle du rapport entre immigration, grande délinquance, etc., dans vos papiers, on peut notamment faire le parallèle avec ce qui a déjà été fait, comment a été gérée l'immigration par rapport à ça. Il y a eu notamment, c'était Darmanin qui avait mis en place l'amende délictuelle forfaitaire. On peut voir l'efficacité de ce genre de mesures. Est-ce qu'elle existe? L'amende délictuelle forfaitaire, c'est une véritable catastrophe. Alors, vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont comme objectif de contrôler la consommation de hashish. Bon. Alors, un pauvre gars, une pauvre jeune fille qui est prise avec 1 gramme de hash, le policier qui l'interpelle a le droit de lui mettre une amende comme si il était un juge et va lui mettre 300 € d'amende. Alors, ça se développe au maximum. C'est toujours dans les mêmes quartiers qu'on fait ce truc, et ça mobilise des tas de policiers, ça rend leur relation à la population extrêmement conflictuelle, et on voit les résultats, la drogue n'a jamais été aussi puissante, le trafic, donc c'est une très mauvaise stratégie. La stratégie de M. Darmanin d'utilisation de la police à ça est un échec absolu. Bon, c'est la grosse délinquance à laquelle il faut s'attaquer. C'est pareil pour l'immigration clandestine. Les gens qui travaillent dans des cuisines d'un restaurant et qui sont en situation irrégulière, le seul délit qu'ils ont commis, c'est d'être en situation irrégulière. Même les policiers n'aiment pas l'arrêter parce que c'est pas quelqu'un de dangereux. Alors que il y a des étrangers dangereux, c'est vrai, ça existe. Et aucune association, je parle sous le contrôle de madame, ne va prendre la défense d'un grand trafiquant de drogue qui vient d'arriver et qu'on interpelle et qu'on veut renvoyer. Personne ne va prendre sa défense. Et on comprend très bien que la police le renvoie. Donc moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que les associations et les policiers avaient les mêmes hiérarchies. Parce que les policiers, les vrais policiers, n'aiment pas interpeller la pauvre personne. Et donc, c'est ça qu'il faut retrouver. C'est un esprit de républicain, de coopération. Les associations, d'ailleurs, apportent des dossiers de régularisation à l'administration. Il y a de la coopération quand les choses se passent bien. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Parce que c'est le bon sens qui doit prévaloir. Je vais juste prendre une réaction d'un de nos viewers dans le chat. Peut-être que vous avez quelque chose à répondre. ESPA.fr qui nous dit donc si je comprends bien, il faut ouvrir les frontières à tout le monde. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Je ne crois pas. Ah non, moi je n'ai absolument jamais dit ça. J'ai des collègues qui pensent que si on supprimait les visas, ça n'aurait aucun impact. Je crois qu'ils connaissent très mal les pays d'origine, où il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir. Mais je dirais que j'ai même un collègue, je ne veux pas donner son nom, qui a dit un jour dans une interview au Monde, quelqu'un qui a 5 000 $ en poche et qui est prêt à mourir passera toujours une frontière. Mais comme 98% des gens, soit ils n'ont pas 5 000 $ en poche, soit ils sont pas prêts à mourir, ben, en réalité, l'exigence de visa et les contrôles qui existent dans les pays de départ
font que la plupart des gens, même si, comme vous le dites, ils aiment, la plupart des gens veulent rester chez eux, ils partent parce qu'ils sont dans des pays où la démocratie n'est pas respectée, où la corruption prévaut, ils en peuvent plus, ils veulent avoir un avenir meilleur. Bon, mais la plupart n'y arrivent pas. Donc, moi, ce que je crois, c'est que la meilleure façon de lutter contre l'immigration illégale, c'est d'abord de se battre pour la démocratie et de se battre contre la corruption dans tous les pays où nous avons une influence pour le faire, etc. Je pense que il faut rétablir des voies légales d'immigration. Vous voyez, moi je crois que tous les débats, la loi immigration de M. Darmanin, elle était nulle. Nulle, mais vraiment. Passer 2 ans pour produire un texte comme ça, même du point de vue de la droite, ça n'avait aucun intérêt. Et ça a juste fait monter l'Assemblée nationale, parce qu'on a parlé pendant 2 ans de ce sujet, et avec un résultat catastrophique, avec des annulations par le Conseil constitutionnel, etc. Je lisais aussi une conséquence que vous mettiez en avant, c'était le fait que du coup, la police était complètement détachée d'une certaine partie de la population, avec l'amende délictuelle, Mais bien sûr, et la police, il faut lui donner des priorités. Alors, vous voyez, pour freiner l'immigration illégale, il faut déjà, par exemple, si un étudiant prend un job et que le job n'est plus disponible, ça freine l'immigration illégale sans faire appel à la police. Vous voyez, donc moi, tout ce que je vous dis tout à l'heure, c'était pas du tout pour l'ouverture de l'immigration, mais il faut peut-être ouvrir des bureaux de recrutement dans certains pays, parce que le programme de la gauche, pendant tous ces débats, c'était la régularisation dans les métiers en tension. Vous en avez parlé tout à l'heure, non? Bon, la régularisation, ça veut dire qu'on a échoué, puisque les gens sont en situation irrégulière. Il faut organiser des voies d'accès légales. Au vu de tout ce qu'on raconte là ce soir, moi, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Comment est-ce que, au fil de ces dernières années, malgré ce qu'on a vu, le fait que suppression du droit du sol, la préférence nationale qui est inconstitutionnelle, etc., eh bien voilà, il y a des électeurs du Rassemblement national, et plus d'électeurs qu'avant, plus d'électeurs qui ont été attirés par cette proposition politique. De la proposition politique du Rassemblement national. De suppression du droit du sol. Alors non, attention, je ne saurais dire si les électeurs du Rassemblement national sont attirés parce qu'il y a la suppression du droit du sol, mais reste qu'il y a des électeurs qui sont attirés par la proposition politique du RN. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une... Je suis pas politologue, je suis pas analyste, mais il y a nous, ce qu'on voit sur les sujets, en tous les cas, de la migration, mais comme je pense beaucoup de sujets sur lesquels le Rassemblement national s'est construit, il y a une désinformation très forte qui vient justement élaborer ensuite des fantasmes, des croyances et à vendre justement que le Rassemblement national arrivera à maîtriser, contrôler, protéger, etc. Ça a pris beaucoup de place quand les idées vraiment réalistes, justes et en respect des droits fondamentaux, où nous on s'accroche vraiment à ça, c'est très peu écouté, parce que je pense que j'imagine qu'il y a aussi des électeurs qui ont leurs propres priorités sur lesquelles le Rassemblement national a réussi à se faire de la place, en fait. Peut-être que... Patrick, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment est-ce que ça se fait qu'on ait autant d'électeurs du Rassemblement national qui trouvent la proposition du RN alléchante? Alors moi, je crois qu'il y a une révolte contre le sentiment de l'abandon par une élite urbaine qui a tous les services dans des zones de notre pays où les services disparaissent. Et il y a une révolte. Voilà. Cette révolte, elle couve depuis longtemps. Elle a beaucoup monté sous la présidence de M. Macron, qui l'a attisée. Je pense que le résultat de l'élection de 2022 a été mal interprété par M. Macron et par l'ensemble des autres forces politiques, parce que les gens ont d'abord voté non à Marine Le Pen, mais c'était pas un mandat à M. Macron. C'est qu'ils ne voulaient pas Marine Le Pen comme présidente. Et ensuite, ils ont dit, on ne veut pas que M. Macron ait tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils l'ont empêché d'avoir la majorité à l'Assemblée. Et c'était 2 non. Et 2 non, ça marque un rejet. Et au lieu de dire, il faut travailler sur ce rejet, il faut regarder ce qui ne marche pas dans le fonctionnement de nos institutions, il faut se rapprocher
des citoyens par le référendum d'initiative populaire, par la possibilité de révocation des élus. Il faut par le retour des services publics, même des trains dans les campagnes, etc. Tout ça, c'est des choses, quand il y a des dirigeants qui délivrent par des actes des choses pour le service des citoyens, eh bien, ils enlèvent des voix au Rassemblement national. Ce message n'a pas été entendu. Eh bien, aujourd'hui, la révolte s'est encore accentuée, et c'est à cette révolte-là qui, si on arrive à empêcher le Rassemblement national d'être élu, à laquelle il faudra répondre. J'ai une dernière question avant de vous libérer pour ce soir, et j'ai conscience que c'est une question qui est un petit peu naïve, mais j'aime un petit peu la naïveté. Je trouve que parfois c'est important dans ce monde. Avec le RN, avec une majorité, mettons dans le pire des scénarios, une majorité absolue au Parlement, est-ce que il y a une solidarité nationale qui pourra toujours exister ou pas ? Moi, je suis convaincue que la solidarité et la résistance, elle a toujours existé, peu importe les régimes politiques, elle est parfois mise sous silence, etc. Mais je pense que oui, ça va exister peut-être d'autant plus fort si c'est le Rassemblement national au pouvoir, mais de la même manière que tous les acteurs de la solidarité, on est quand même à un moment là dans la vie de la France où les acteurs sont quand même inquiets sur la liberté d'exercer de la solidarité et même de l'action citoyenne solidaire, quoi. Donc ça va continuer d'exister. Maintenant, quelle sera la réponse en face? C'est ça qui va être inquiétant. Qui est inquiétant. Bien sûr qu'il faudra organiser la solidarité, d'abord à l'égard de ceux qui sont la première cible du Rassemblement national. Il faudra organiser cette solidarité, discuter, aller parler aux électeurs, car pendant un an, l'Assemblée nationale ne pourra pas être dissoute, mais au bout d'un an, elle pourra de nouveau l'être. De toute façon, dans 3 ans, on a une élection présidentielle, soit dans 3 ans, soit avant. Et donc, il faudrait que cette expérience, si elle devait nous être imposée par le vote, dure le moins longtemps possible. Merci beaucoup pour votre temps, Patrick Weil et Charlotte Comtesse. Merci d'avoir suivi ce stream dans le chat. Si jamais vous avez des questions, vous avez toujours le compte Twitter de Patrick Weil, @PatrickVeil1, qui vous pouvez poser des questions. Est-ce que, Charlotte, tu as un dernier mot à dire sur Utopia pour les gens qui nous regardent ? Non, là, ce sera pour toute l'action sociale et là, le mouvement du moment, c'est de se mobiliser, de s'organiser, peu importe avec quelle organisation, quelle association, quel syndicat. Il reste peu de temps et c'est trop important, c'est trop grave pour ne pas agir. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Patrick.